Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Je mettrais bien la version de Patrick Sébastien, mais je suis pas sûr que ça vaille le coup de se faire démonétiser pour ça. Salut à toutes, salut à tous, bon anniversaire, Rudiger. Et oui, aujourd'hui ça fait 1 an, jour pour jour, que j'ai relancé la chaîne. Vous le savez, cette chaîne YouTube, elle a été cofondée par Benjamin et moi à l'origine pour poster simplement nos replays Twitch. À l'époque, c'était avec la chaîne de notre association, donc la Bulle Ludique. Depuis, l'association n'existe plus, mais nous, on est toujours là. Et le 16 mars 2023, j'ai décidé de produire une vidéo originale pour YouTube, donc écrite, tournée, montée, rien à voir avec le replay d'un live. Depuis, cette chaîne, elle a pris de l'ampleur. C'est essentiellement moi qui l'anime, même si Benjamin prend de plus en plus de place, et c'est très bien. D'ailleurs, merci pour tous vos mots gentils à l'égard de notre contenu ces derniers jours, c'est vraiment adorable. Et je suis très heureux de vous annoncer que vous allez voir Benjamin de plus en plus présent sur la chaîne, peut-être même en solo. 1 an, ça paraît beaucoup, et en même temps, c'est passé vite. On en a fait du chemin depuis cette rétrospective Pearl Games, là. J'ai re-regardé, ça me fait du mal, hein, le cadre, c'est n'importe quoi, je suis en contre-plongée. Les vidéos étaient aussi beaucoup moins longues à l'époque. Non, on voit qu'on est monté en puissance, qu'on bosse plus, qu'on se documente plus. Et si on est toujours là, c'est grâce à vous qui nous suivez. Entre-temps, on a même lancé le Ko-fi. On a plusieurs dizaines de personnes qui nous font des dons, certaines même mensuellement. Donc vraiment, ça fait trop plaisir. Et puis, quel chemin parcouru, quoi. En 1 an, hein, on a démarré avec une centaine d'abonnés. On est aujourd'hui quasi à 2500. Donc merci. Si ça continue de vous plaire, restez avec nous, continuez à nous encourager. Nous, on va essayer de continuer le plus longtemps possible, tant que vous suivrez et vous serez au rendez-vous avec tous ces mots gentils. Voilà, vraiment, ça nous fait chaud au cœur et c'est ça qui nous donne la force de continuer, d'y passer nos week-ends, nos soirées. Les vidéos de fond qu'on fait, c'est pas ce qui est le plus à la mode, c'est extrêmement chronophage, mais c'est ce qui nous permet de nous démarquer aussi. Je suis super heureux de voir que cette proposition-là, elle touche certaines d'entre vous. Donc on va continuer de creuser cette ligne éditoriale. Je remercie également Golden Meeple qui nous a fait confiance très tôt alors qu'on n'était qu'à 1000 abonnés et qui m'aide à récupérer des jeux chaque mois pour les chroniquer et puis les intégrer ensuite aux vidéos. Et puis bien sûr aux quelques éditeurs qui nous ont fait confiance. Je pense en premier lieu à Yellow qui a été le premier il me semble, et puis plus récemment à BlackRock, à Matago, à Pixie Games, Gigamic également pour le match du siècle dont faut que je vous parle très bientôt. Voilà, merci à tous ces éditeurs pour ces copies presse. La chaîne garde totalement son indépendance éditoriale, évidemment. D'ailleurs, vous l'avez vu, il n'y a pas beaucoup de nouveautés par ici. Voilà, moi je demande essentiellement des jeux qui m'intéressent et je cherche à développer des angles originaux pour en parler. Donc, il est évidemment pas question de surfer sur la hype des nouveautés comme le font bien d'autres chaînes ou bien d'autres comptes. Et c'est très bien que ça existe, hein, je veux pas dénigrer leur travail, mais voilà, ici on a développé un peu une autre ligne éditoriale. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on va pas s'auto-congratuler pendant 1 heure. On est là avant tout pour parler de jeux, et ça tombe bien parce que ces temps-ci j'ai pas mal joué, notamment à cette petite chose qui est vraiment très sympa et qui je pense très méconnue. C'est un jeu de chez Winning Moves, un éditeur qui fait des jeux plutôt abstraits. Par exemple, moi j'ai Clan de Léo Colovini dont on parlait un petit peu avec Vincent qui vient de chez eux. Celui-là il était complètement inconnu au bataillon pour moi. L'auteur c'est un certain Eiji Wakasugi, et c'est un petit jeu de déduction en fait. Il y a des tuiles blanches, des tuiles noires qui vont de 0 à 11. Vous et votre adversaire en piochez 4 en début de partie, vous les ordonnez de façon croissante, sachant que si un blanc et un noir ont la même valeur, vous placez le blanc à droite du noir. Et puis à partir de là, c'est de la déduction. À chaque tour, on va d'abord piocher une pièce au centre, ce qui va nous donner un indice forcément, parce que si cette pièce est au centre, elle ne peut pas être dans le code de notre adversaire. Le but est de déduire le code de notre adversaire. Après avoir eu cet indice, on peut tenter une attaque. Donc je pense que ta deuxième pièce, c'est un 8 par exemple. Soit j'ai faux, et alors je dois insérer la pièce que j'avais piochée dans mon propre code, et je l'insère face visible, donc je donne des indices à mon adversaire. Soit j'ai juste, mon adversaire retourne sa pièce, et là c'est du stop ou encore, je peux choisir de continuer ou de m'arrêter. Évidemment, tant que j'ai bon, je peux continuer d'enchaîner les attaques, et si je me plante, ma pièce rejoint mon code. Donc si j'essaie de m'arrêter et de moins prendre de risques, du coup je ne donne aucun indice à mon adversaire. C'est hyper malin, ça se joue en 5 minutes. Si vous aimez la déduction compétitive, mais qui a de l'interaction,
Contrairement à un Turing Machine ou un Archaeologic, où on fait chacun le problème dans son coin, on essaye juste d'être le plus rapide. Non, là, vraiment, on attaque l'autre, quoi. Donc si vous aimez ce style-là, vous pouvez vous mettre en chasse. C'est un vieux bazar de 2004, dédicace à mon collègue Benoît qui m'avait présenté ce jeu. Moi, je l'ai trouvé pour 5 € d'occasion, donc c'est possible. Voilà, et donc ça s'appelait Da Vinci Code, tout simplement. C'est quoi ce bruit? Rien à voir avec le roman naze de Dan Brown, hein. C'est quoi ce compteur? Comment ça, 1? Ah non. Ok, non. Non, je vous vois venir. On a fait 24 jeux en 12 mois. On a fait 100 jeux en 100 minutes. Franchement, si vous croyez, sous prétexte que c'est l'anniversaire des 1 an, que je vais parler de 365 jeux d'affilée, non mais vous êtes complètement con. Ok, quand faut y aller, faut y aller. Allez Boris, c'est pour les 1 an de la chaîne. Let's go, tu peux le faire. C'est parti. Alors, Tibor de Builder, un jeu d'Alexander Pfister, dont j'ai parlé dans la rétrospective volume 1, j'y avais pas joué, je l'ai acheté, et en fait, c'est vraiment de la balle. C'est très malin, ça se joue en 20 minutes, ça marche très bien à 2, la composante draft est hyper importante, et en même temps, ça reste assez fluide. Les cartes ont ces usages multiples, on peut les mettre soit pour des scorings, soit pour de la force de travail, ou alors on la défausse si elle nous intéresse pas, d'où l'idée de faire un contre-draft, pour construire un bâtiment qui est au centre, qui a des scorings, on essaie de viser certaines familles de couleurs, de cartes, etc. C'est top. Descendance, que j'ai fait découvrir à Mounir, alias Fragment de Page. Il avait jamais joué. 2 joueurs, c'est pas la meilleure configuration, mais ça fonctionne quand même. Ce qui est vraiment intéressant dans Descendance, c'est cette course pour atteindre les archives, donc faire mourir ces personnages le plus vite possible dans les bons endroits pour faire en sorte que l'autre n'ait pas la place de s'y installer. J'ai un peu trop rushé et j'ai perdu la partie. On a enchaîné sur un point salad. Point salad, c'est l'évidence à chaque fois quand on cherche un petit jeu de cartes à jouer à 2 en 10 minutes. C'est très malin dans cette configuration-là. On peut vraiment faire attention à faire disparaître les objectifs qui pourraient intéresser notre adversaire. On peut récupérer des légumes qui l'auraient intéressé. Même s'il nous intéresse pas, nous, c'est pas grave. Et on peut aussi choisir de prendre un objectif, de le retourner en légumes. Il y a plein de choix intéressants condensés en 10 minutes. Et si on veut y jouer à 5, à 6, là, ça va être beaucoup plus fun, beaucoup plus dans l'idée de se pourrir. Et puis, je me suis retrouvé sans invité. Aïe aïe aïe, quel drame, un trou dans le marathon. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va sur Board Game Arena, et là j'ai eu le plaisir de faire une partie avec Fiona, Miss Meeple Board Game, Dark Nova. On n'avait encore jamais joué ensemble, on avait fait quelques autres jeux, mais jamais Dark Nova, qui est pourtant un de ses jeux préférés. C'est une partie où ça s'est bien mis pour moi, vraiment. J'ai pu dérouler sans trop de mal. J'ai eu plein d'herbivores que j'ai pu caser ensemble. Bon, voilà, sans rancune, hein. On fait une revanche quand tu veux, Miss Meeple. Ensuite, le Château Blanc de chez Yellow. J'y ai joué pour la première fois à 4. Ça s'est mis comme ça parce que plusieurs invités arrivaient en même temps, dont Benjamin qui aime beaucoup le jeu. Mais franchement, 4 joueurs, c'est pas la meilleure configuration. En soirée, on a enchaîné sur Amerigo de Stefan Feld. Je l'ai découvert récemment, en fait, dans la rétrospective. Quand j'en parlais, j'y avais pas encore joué. Il est pas facile à choper, c'est une grosse boîte, il coûte cher, mais je me suis laissé tenter, et c'est vraiment top, parce qu'en fait, c'est beaucoup moins usine à gaz que je pensais. C'est vraiment toute l'essence de Feld, avec des petites courses, du blocage, et puis cette tour à cube, bien sûr, très très fun, qui laisse son lot de surprises, qui va faire en sorte que certaines actions qu'on ne pensait pas disponibles à une manche vont le devenir, et ça va un peu réorienter nos plans. Amerigo, c'est vraiment top, ça se joue en 1 heure, 1 heure et demie. On a fini la soirée à 5 joueurs, il y a eu quelques jeux de pli qu'on va voir après, mais il y a eu aussi ceci, Expédition. Mon plan est pas top, hein, c'était à la nuit tombée. Expédition à 5 joueurs, forcément c'est très chaotique, c'est un jeu avant tout familial, on va essayer de visiter les villes qui nous arrangent, et il y a une part de chance évidemment, si les autres joueurs décident inconsciemment d'aller dans des villes que vous avez en main, ça vous fait des points. Toute la table n'a pas apprécié, mais on a passé un bon moment, ça reste un jeu fun. Et puis, on se retrouve en tête-à-tête, et là, je sors Dracula versus Van Helsing, un jeu de défausse, de gestion de main, vraiment intéressant. On va essayer de s'affronter dans 5 territoires. J'en parlais déjà dans le marathon précédent, et je continue de le sortir régulièrement. Il me plaît vraiment bien. Il y a pas mal de retournements de situations possibles. C'est vraiment intéressant, cette gestion de l'atout, cette gestion des effets. Donc toujours un jeu efficace à 2 joueurs. Sink or Swim, alors là, ça n'a pas été du tout. Benjamin a rage quit la partie. C'était pas un jeu pour lui.
il faut aimer en fait ce côté de parler pendant 10 minutes d'une session de jeu qui va ensuite durer 20 secondes, où il va falloir aller très vite. Si vous connaissez pas Thinkorswim, c'est une espèce de The Crew en temps réel, c'est pas fait pour tout le monde, mais moi j'aime bien. Les jeux de pli, j'en parlais, Tricky Time Crisis, un jeu excellent à 5 joueurs, c'est du must not follow, et ce qui est intéressant, c'est que cette contrainte qui fait qu'on ne peut pas suivre la couleur est intégrée dans le thème, parce que à chaque pli, il va y avoir un super vilain et 4 super héros. Et on va voir qui du super vilain ou des super héros totalise le plus de points avec les cartes jouées. En fonction, c'est l'un ou l'autre camp qui va pouvoir se servir en premier dans les cartes jouées autour de la table. Ce qui est intéressant, c'est que les camps changent en permanence. Et puis Gummy Trick, un jeu de pli absolument exceptionnel à 5 joueurs. C'est un banger absolu. J'ai même joué avec ma directrice au travail qui a adoré. Faut l'importer du Japon, malheureusement. Gummy Trick, il y a 6 couleurs et à chaque fois sur un pli, il peut y avoir un gagnant dans chaque couleur. Ça, c'est le premier twist. Le deuxième twist, c'est que vous avez 3 cartes face cachée devant vous que vous pouvez toujours choisir de retourner et ça peut créer des dingueries. C'est très fun, c'est génial. Le lendemain, Space Base, un jeu de lancer de dés. On active les cartes qu'on récupère. Il y en a plein des jeux dans ce style-là. Moi, c'est la référence dans ce genre-là que je préfère parce que il est fun, il est quand même malin et il monte en puissance, c'est-à-dire que vraiment, vous allez acquérir plein de pouvoirs au fil de la partie, et à la fin, vous allez avoir plein de points de victoire d'un coup, ça va être explosif. Galileo Project de chez Sorry We Are French, un jeu qui a été injustement boudé, à 2, ça tourne en 35-40 minutes, et pourtant, c'est hyper tendu du début à la fin. C'est un jeu où vous pouvez comboter énormément, il y a plein de stratégies possibles, on peut rusher, c'est vraiment exceptionnel. Franchement, Galileo Project, c'était un peu cher, mais si vous arrivez à le choper pour moins cher, ça vaut complètement le coup. Un Lagranja à 3 joueurs, gros morceau, du draft 2D, des cartes qui ont 4 usages différents. Il faut se placer sur le plateau central et éjecter ses adversaires au passage le plus tôt possible pour avoir un scoring régulier à chaque manche. Il y a plein de stratégies à construire. Est-ce que vous allez faire les ateliers du centre le plus tôt possible pour avoir des revenus? Est-ce que vous allez maximiser vos charrettes? J'ai perdu. Ensuite, on a essayé Almost Innocent à 3 joueurs. Et ben clairement, je préfère à 2 joueurs. J'aime beaucoup ce coopératif de déduction où on se donne des infos mutuellement. Donc on pose une question pour avoir des indices sur notre combinaison et on donne en même temps des indices aux autres joueurs. Mais à 3, c'est compliqué, il faut se rappeler de qui donne des indices à qui. À 2, c'est beaucoup plus fluide parce qu'on répond toujours au joueur qui est en face de nous. Donc moi, je préfère y jouer à 2, même si je joue jusqu'à 5, je crois. On part sur des jeux un peu plus costauds, un Endeavor à 5 joueurs, et on y a joué en 1h15. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais un jeu un peu costaud, qu'on peut jouer à 5 joueurs en 1h15, c'est extrêmement rare. Endeavor, ça tourne très bien dans cette config, on explore quasiment tous les différents continents, on se bagarre à coups de canon, on fait 7 manches, à chaque manche on récupère un bâtiment, on fait progresser notre plateau personnel, et franchement c'est hyper efficace. Captain Flip, j'en ai pas parlé ici parce que tout le monde en parle vraiment, mais sachez que de mon côté, ça fait vraiment le taf avec ma fille de 4 ans en fait. C'est vraiment le jeu familial par excellence auquel on peut jouer, peu importe l'âge, c'est très agréable et ça s'est encore vérifié dans cette configuration. Pour moi, il faut y jouer à 2, il faut y jouer voilà, en 10 minutes, faut que ça soit fun, léger, et dans ce cas-là, ça marche très bien. Si on joue à 5 et que ça prend une plombe, c'est trop long pour ce que c'est. Kutnaora, bien sûr, à 4 joueurs, bien sûr, la meilleure configuration, mon jeu préféré de 2023, j'en ai déjà tartiné des caisses, je sais qu'il n'est pas fait pour tout le monde, je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde, mais moi, plus j'y joue, plus je l'aime, et là c'était encore une partie extrêmement atypique avec des situations que j'avais jamais vues auparavant, avec le bois qui est resté à une valeur de 2 pendant très longtemps, ce qui est assez fou, ce qui nous a permis de construire beaucoup plus de gros bâtiments, donc franchement, Kutnaora, la rejouabilité me semble extrêmement importante parce qu'elle dépend des joueurs et joueuses autour de la table et de leur interaction. Gambit 7, en jeu d'ambiance, on y a joué à 7, configuration parfaite, c'est très fun Gambit 7, on doit faire des estimations mais sans jamais dépasser en répondant à une question, par exemple, combien est-ce qu'il y a de chiens et chats en Indonésie ?
par exemple. Et puis, une fois que tout le monde a estimé, on peut miser sur qui on pense qu'il a raison ou pas. Donc, on n'est pas obligé de voter pour sa propre estimation. Vegetable Stock, bien sûr, petit jeu, toujours joué en 5 minutes, toujours fun. Je le conseille, hein, j'en parle dans la vidéo sur 5 jeux simples et malins. Celui-là aussi, j'y ai joué au travail et ça a bien plu. Voilà, on essaye d'estimer quand est-ce qu'il va y avoir ou non un crack boursier. Franchement, ça fonctionne hyper bien. Ready Set Bet, en jeu d'ambiance à 7, il me semble. Franchement, il faut aimer le genre. C'est un jeu où on crie, où on se lève, où on est soumis complètement au hasard. On joue avec une appli qui va nous donner les avancées des chevaux en temps réel. C'est difficile de garder son sang-froid. Moi, je m'énerve. Vraiment, je pète un plomb quand je joue à ce jeu-là. Et je pense que c'est comme ça qu'il doit être joué. Alors oui, on peut y voir uniquement du hasard, uniquement de la chance, mais c'est avant tout un jeu qui procure des sensations fortes. Forms, probablement un de mes jeux d'ambiance préférés, qui peut se jouer jusqu'à 10 joueurs. On a chacun une forme, un rond, un triangle ou un carré, et à son tour, on doit dessiner une de ces formes pour faire un dessin collectif, essayer de faire deviner aux autres. Au bout d'un moment, ça ressemble plus à rien, c'est très compliqué. That's Not a Hat, un classique du jeu d'ambiance, depuis qu'elle a été révélée avec l'As d'or. Bah, comme d'habitude, on n'arrive pas à mémoriser la seule punaise de carte qu'on a devant nous, c'est très compliqué, mais c'est toujours rigolo. Decrypto, Decrypto, je le possède depuis longtemps, mais je le sors très peu. En fait, c'est pas facile parce que il est catégorisé comme un jeu d'ambiance. En fait, c'est plutôt une espèce de jeu à la Codenames, mais en mieux, je trouve, en plus malin, avec ces équipes de 2 contre 2 où il faut déduire le code secret de l'adversaire. Le truc le plus de Maxime Rambourg. Probablement aussi un de mes jeux d'ambiance préférés, qui crée des débats philosophiques un peu nuls, un peu inutiles autour de la table. On vote pour le truc qui est le plus tatata au milieu. On a le droit à 5 propositions. On vote, on essaie d'être dans la majorité. Donc voilà, ça crée vraiment des questionnements qui sont très rigolos, qui sont complètement débiles et donc absolument indispensables. Heaven and Hell, le bien et le mal, là on est sur la 3e journée. En config 2 joueurs, ça tourne très bien à 2, ça tourne aussi très bien à 3. À 4, ça devient trop long, trop fastidieux en termes de manipulation. J'en ai parlé dans le top 50, c'est un jeu absolument exceptionnel où on essaye de faire de la bière. C'est un jeu très atypique de placement de tuiles et un peu de rondel game comme ça. Franchement, j'en ai pas vu 2 comme lui. Le scoring est vraiment compliqué à anticiper. Je me suis encore un petit peu foiré alors que j'ai fait plus d'une 20aine de parties. Donc le jeu est très technique et en même temps très fluide. Il gagne à être rejoué encore et encore et encore. Heaven and Hell, c'est absolument fantastique. Mousquetaire du Roi, le jeu le plus épique que je connaisse. C'était le 50e du top 50. C'est un Istari, bien sûr. C'est le Istari le plus, je vais pas dire améritrash, mais en tout cas le moins Eurogame qu'on puisse trouver. Il y a des dés. C'est du 4 contre 1. Un joueur incarne Milady. Milady qui est absolument perfide, qui peut vous faire plein de saloperies, plein de vilaines cartes. Et vous essayez de survivre tant bien que mal à ses assauts. On a presque gagné, on était vraiment à ça. Mais on s'est fait avoir au dernier moment. On était pris de court. Et franchement, c'est le jeu absolument épique par excellence, des lancers de dés, des retournements de situation, c'est exceptionnel, Mousquetaire du Roi, même si c'est pas facile à sortir. Olympos, config 3 joueurs, encore un Istari, 3 joueurs, la seule config qui vaut pour moi, parce qu'il y a ce mécanisme de piste du temps, et on joue qu'on est en dernier, donc si on est à 5 joueurs, qu'on est loin devant sur la piste du temps, on peut avoir beaucoup de downtime, mais à 3 ça tourne très bien, c'est un jeu de conquête et de civilisation qui se joue en moins d'1 heure, les technologies sont juste ce qu'il faut de maline, on a un axe stratégique pour construire des merveilles, on se bagarre un peu, ça fonctionne très bien. Letter Jam, que je sors pas assez souvent, un jeu de chez CGE localisé par Yellow, où on doit se faire deviner nos lettres autour de la table, coopérativement, en se donnant des indices. Donc nous, on voit pas nos lettres à la Hanabi, mais les autres vont nous mettre des jetons devant les différentes lettres autour de la table pour faire des mots. Et de là, on va devoir déduire quelle est notre lettre en fonction des blancs qui sont laissés. Franchement, ça marche bien. Orion Duel, une copie presse envoyée par Matago. Je les remercie, j'étais assez curieux de ce jeu. J'en avais fait 2-3 parties déjà avec Samuel à l'occasion d'un week-end jeu chez Philippot. Et là, j'ai pu étraîner ma copie presse en compagnie de Romain, bien sûr, mon gars des jeux abstraits. Franchement, c'est pas au niveau d'un projet GIPF non plus, mais c'est vraiment pas déconnant du tout, Orion Duel. C'est très malin, il y a 3 façons de l'emporter. Vous essayez de relier 2 côtés opposés, vous essayez de relier 4 galaxies où vous faites en sorte que votre adversaire ait 3 trous noirs,
et ça marche hyper bien pour les amateurs d'abstrait, c'est très convaincant, ça se joue en 5-10 minutes, ou plus longtemps, une fois qu'on a bien le jeu en main. Fork, un petit jeu de pli très fun, un peu chaotique, hein, que ma fille aime bien, où les renards vont manger les chouettes, qui vont manger les lapins, qui vont manger les choux. On essaye de prédire qui va jouer quoi. Il y a beaucoup de hasard, voilà, c'est très chaotique, mais c'est fun, et ça dure 10-15 minutes. Voilà, c'est un petit jeu de pli avec un twist comme ça. On était 6 joueurs en fin d'après-midi. On a sorti The Great Split, qui marche très bien à partir de 3 et qui peut aller jusqu'à 7. The Great Split, on en parle depuis qu'il est sorti à Essen il y a 1 an et demi, je pense, maintenant. Il a été maintenant localisé chez Yellow. Vous pouvez l'acquérir. Ça fonctionne trop bien, The Great Split. Donc, ça fonctionne sur le principe du I split, you choose. Vous essayez de faire des lots qui soient intéressants et de faire en sorte que votre adversaire vous rende ce qui va vous faire monter sur les bonnes pistes. Olé guacamole, petit jeu fun d'apéro où il faut éviter de dire un mot qui a les lettres au centre de la table. On reste dans la même catégorie, ça devient de plus en plus dur. C'est une espèce de battle royale à celui qui va tenir le plus longtemps. Il y a des cartes olé où on saute un joueur, il y a des cartes où on change de sens. Ça n'arrête pas de changer, c'est débile mais c'est marrant. Castle Builders, encore un jeu de pli, encore en configuration 5 joueurs, et celui-là fonctionne vraiment très bien, il me plaît vraiment beaucoup. On récupère des cartes dans un petit tableau devant soi, on les met en colonne en fonction de leur couleur, et on évite de dépasser un certain seuil. Est-ce que je vais m'arrêter à 3 cartes bleues? Est-ce que je veux récupérer une seule carte rouge? Est-ce que je vais parvenir jusqu'à la fin à tenir avec ce seuil-là à ne pas dépasser? Et en plus, le troisième du pli récupère 2 cartes au lieu d'une, twist très intéressant. Marshmallow Test de Rainer Knizia, franchement un jeu de pli aussi extrêmement simple, il suffit de suivre la couleur, les cartes vont de 1 à 12, c'est tout, et ça fonctionne très bien parce qu'il faut sortir au bon moment dans la manche et pas être le dernier. Et puis Inside Job, on en a fait 3 parties sur le week-end, ça fonctionne toujours très bien, ce jeu de Yellow qui était une copie presse à l'époque. Franchement, c'est un The Crew avec un traître, c'est pas plus compliqué que ça, et ça se marie très bien, la mécanique du jeu de pli et la mécanique des rôles secrets. Jusqu'au bout, on a un doute sur qui va être le traître en fonction de s'il joue bien ou pas. En plus, il peut tricher, il a le droit de pas suivre la couleur. Inside Job, c'est top, ça se joue en un quart d'heure. Jinkopolis, un classique de chez Pearl Games. Je vous renvoie à la rétrospective, la toute première vidéo de la chaîne, finalement, il y a 1 an. C'était une partie découverte pour mes 2 adversaires. Pas facile à appréhender. Jinkopolis, mais ça s'est bien passé pour eux, et c'est vraiment un jeu de construction de moteur absolument épique. Et puis Dominion, pour finir le week-end tranquillement, en tête-à-tête avec Romain, qui n'y avait plus joué depuis 12 ou 13 ans. Bah, c'est toujours un plaisir, hein, Dominion. On s'est retrouvé avec des cartes que je connaissais pas trop, parce que j'ai récupéré quelques boîtes à pas cher, et franchement... Que dire de plus? Dominion, c'est toujours un plaisir, cette course, sentir ce point de bascule entre j'achète des cartes pour nourrir mon moteur, pour nourrir mon deck, et puis j'achète des cartes à point de victoire. Et voilà, c'est terminé. Bon voilà, ça c'était les jeux du marathon. 3 jours d'affilée, ici dans la ludothèque de rue du jeu. Bah vous l'avez vu, c'était top, hein, plus d'une 40aine de parties. 17 personnes qui se sont succédées sur le week-end. On a joué à des nouveautés, à des vieilleries, à du connu, à du moins connu, des jeux d'ambiance, des jeux de gestion. Il y a eu 2 tables en simultané à certains moments, c'était vraiment top. Ces marathons-jeux-là, c'est du bonheur à l'état pur, c'est 3 jours pendant lesquels je pense à rien d'autre. Et j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir organiser tout ça. J'ai la chance d'avoir une famille conciliante qui accepte avec bienveillance de me laisser m'adonner à ma passion pendant un week-end entier. Et j'ai de la chance d'avoir autant de personnes pour jouer autour de moi. D'ailleurs, grâce à la chaîne, là, en 1 an, c'est aussi quelque chose qui s'est énormément amplifié. J'ai fait plein de super rencontres. Ces personnes-là se reconnaîtront, mais merci en fait, ça fait trop plaisir de voir cette pièce vivre et de voir ma passion s'épanouir encore plus que ce que j'aurais pu l'imaginer dans mes rêves les plus fous. C'est trop gai, non seulement de jouer, mais aussi de continuer à propager cet amour du jeu, à toujours faire découvrir plus de jeux, y compris des vieilleries qui sortent des sentiers battus, franchement c'est top. Bon, il est très bien Slayus, mais avec tout ça, je suis toujours qu'à 40 jeux. Alors d'accord, je joue beaucoup, mais j'ai pas non plus la matière pour vous parler de 365 jeux en un coup, là. Et puis j'ai pas d'image, là. Non, vraiment, je vois pas, j'ai pas de solution, quoi. À moins que... 365 jeux, vraiment, je vais vraiment m'infliger ça. Bon, c'est bien parce que c'est vous, on va tenter le coup. Attends, je vais boire un verre d'eau quand même avant.
Donc là, je vous ai tourné des plans de ma ludothèque, hein. Faut pas déconner, mais je vais pas mettre en place 365 jeux pour faire des plans chiadés. Donc comme d'hab, ça va être des présentations express, et puis si vous voulez creuser, dites-le moi dans les commentaires. Il y a d'autres vidéos, probablement de la chaîne ou ailleurs sur YouTube, qui parlent de ces jeux, et moi je vais tout simplement essayer de survivre. On est parti pour un premier segment de 45 minutes, là, j'espère tenir, on va voir. Allez, c'est parti, je me suis fait plus petit pour que vous voyez bien les jeux. Alors faut savoir que ma ludothèque, elle est classée en fonction des configurations. Donc là, vous avez des jeux que j'estime bons à 3 ou 4 joueurs. Et c'est le cas de Jorvik, par exemple, tout à gauche. Il est derrière moi, le pauvre. Un jeu de Stefan Feld que j'ai aussi découvert sur le tard, qui fonctionne très bien avec une mécanique à l'Aspirium, où on place des ouvriers, soit pour récupérer des cartes, soit à l'inverse pour gêner ses adversaires. C'est top. Ça marche très bien à 4. Un peu moins bien à 3, mais ça reste plaisant. Et franchement, c'est tendu jusqu'au bout pendant les différentes saisons. J'adore. Small World, c'est un classique. Pour moi, c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué à mon appartement en 2011-2012 quand j'ai commencé le jeu de société. Ça fait partie des premiers jeux que j'ai achetés. Ma boîte a bien vécu, elle est toute destroy. Bon, franchement, je le garde un peu par nostalgie. Small World, je lui vois surtout le défaut de l'ordre du tour. Le dernier joueur dans le tour en fin de partie est tellement désavantagé, il n'y a rien pour compenser ça, c'est juste absurde, mais c'est toujours plaisant, cette espèce de loterie de comment vont sortir les différentes combinaisons de pouvoirs et de races, plutôt à jouer à 3 ou 4, et surtout avec des extensions, sinon on fait très très vite le tour des combinaisons. Steam Time, un jeu de placement d'ouvriers original, avec une espèce de mécanique où vous avancez dans le temps, vous ne pouvez jamais revenir en arrière, donc il y a cette espèce de course à la Aiguisia, où je veux choper cet emplacement-là avant les autres, et en même temps, si je vais trop loin, après je vais peut-être m'en mordre les doigts, donc c'est vraiment très malin, je le sors pas assez souvent, mais c'est top, c'est un jeu de Rudiger Dorn qui est vraiment un auteur très balèze. The Hunger, un jeu fun de Richard Garfield, où on joue des vampires, je l'aime pour son thème, mais franchement... on va pas se mentir, c'est pas non plus un grand jeu. Ça se met à bouger, c'est parti. Donc The Hunger, moi j'aime le thème, j'aime le fait que on est des vampires qui se goinfrent et du coup après on est plus lent, mais honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est pas un jeu incroyable, je pense qu'il trouve ses limites sur le long terme. Ça reste un deck building sympa. Quantum, un jeu que m'a fait découvrir un game designer suisse qui le saluait pour son épure. Quantum, c'est très très fort, c'est de l'affrontement frontal, nos dés sont des vaisseaux qui ont chacun en fonction de leur valeur des compétences différentes. C'est pas facile à sortir, tout le monde n'aime pas, mais moi je le trouve brillant ce jeu. Grog Island, un jeu auquel je joue avec mes parents, un petit jeu d'enchères où on manipule des dés. Flying Goblin, un jeu d'adresse très très fun où on catapulte des gobelins au-dessus d'un château. Là aussi c'est un petit peu bancal, le matériel tient pas toujours debout, mais franchement c'est fun. Expédition, j'en ai parlé. Kitchen Rush, un des tout premiers jeux en temps réel où on utilise des sabliers comme des ouvriers. On doit faire de la cuisine tous ensemble. C'est pas évident, c'est un peu lourd à sortir parce qu'il y a pas mal de mise en place, mais ça fonctionne très bien. Great Western Trail, on en a parlé en long et en large dans la rétrospective Pfister. Nucleum, j'en parlais dans mon bilan de l'année, et puis je vous ai fait un premier retour après SN. J'aime beaucoup, j'en ai fait 8 parties en peu de temps. Franchement, c'est une proposition de Luciani Tursi qui fonctionne très bien, mais j'aimerais qu'elle soit un petit peu plus épurée. Solenia, j'en parle dans la rétrospective Pearl Games. Je le sors pas si souvent, hein. Il a un peu les fesses entre deux chaises, entre le familial et l'initié. C'est pas simple. Tzolk'in, un classique de Simone Luciani et Daniele Taschini. J'ai encore rejoué à 2 il y a pas longtemps. Mutant Meeples, un jeu à la Ricochet Robot. Vous devez essayer de trouver la solution à un problème le plus vite possible. Ce qui est un peu plus fun que dans Ricochet Robot, c'est que les Meeples sont des super-héros qui ont chacun des pouvoirs. Il y en a un qui peut passer à travers les murs, un autre qui peut sauter, etc. J'ai aussi là au-dessus la Big Box de Charlatan de Belcastell. Et en fait, c'est un jeu que j'ai vraiment découvert sur le tard. J'ai réussi à le sortir que 2 fois parce que la boîte a un format beaucoup trop grand et c'est vraiment pas pratique, et on n'a pas l'impression qu'on va jouer à un jeu léger comme Charlatan. On a l'impression que ça va tout de suite être un gros mastodonte. Il y a les extensions qu'il faut trier, ça rend la mise en place laborieuse, donc malheureusement j'y joue pas autant que j'aimerais, mais j'aime bien a priori Charlatan, mais il faut y rejouer, 2 parties c'est pas assez. Tabanushi, un petit game
un peu usine à gaz, mais très très malin dans sa proposition. The Loop, probablement mon coopératif préféré. Théo Rivière et Maxime Rambourg qui ont pondu là avec l'aide de Catch Up Games, un univers foisonnant, très fun, un jeu très généreux éditorialement avec énormément de modes de jeu différents. Donc c'est absolument extrêmement riche The Loop et je me lasse pas d'y jouer plutôt à 2 joueurs pour que ça reste fluide. Copenhagen, un petit jeu de Polyomino à la patchwork, sauf que là on a vraiment un marché commun où on va se tirer la bourre, on va récupérer des cartes à la Aventurier du Rail et on va essayer de piquer les pièces qui arrangent nos adversaires. Il y a une petite course, on a des effets de blason, etc. Et puis sur ce segment, il reste La Havane, un jeu de cartes assez malin où on va avoir des cartes de 0 à 9, on les pose devant soi secrètement, puis on les révèle et on les ordonne et ça va nous donner l'ordre du tour. Et puis chaque carte a un pouvoir, on peut garder une même carte plusieurs tours d'affilée pour réactiver encore et encore son pouvoir. Il y a des effets assez malins, on peut se piquer les trucs et on essaye de récupérer des ressources pour construire des bâtiments au milieu qui sont aussi dans un marché commun. Donc l'ordre du tour a vraiment une vraie importance. C'est un jeu dans l'univers de Santiago de Cuba que je sors pas assez souvent mais qui est vraiment brillant. Segment suivant, on a Suburbia que j'ai récupéré récemment, qui est un jeu de construction de ville vraiment très simple, très épuré. À mon tour, je prends une tuile, je peux en faire un lac pour gagner des sous, je peux la placer normalement, je peux la défausser pour mettre à la place une tuile de la réserve commune. Ça fonctionne très bien, mais pour l'instant, sur les 2 parties que j'ai faites, il manque un petit quelque chose quand même. Je trouve que les effets de tuiles se ressemblent un peu, etc. C'est parfois difficile de compter où on en est sur les pistes, donc à voir sur le long terme, mais c'est un classique très efficace. Arakan Wars, j'en ai beaucoup parlé, un jeu de duel vraiment très balèze. Là-haut, vous avez des deckbox pour Lorcana. Lorcana, j'en parlais dans mon bilan, ça a été un flop. J'ai eu une excitation pendant un moment, et puis c'est complètement retombé. Il y a aussi Skyteam, j'en parle dans ma vidéo sur les jeux de dés. Skyteam, je continue de prendre plaisir à y jouer, mais plutôt sur les scénarios difficiles pour qu'il y ait un peu de tension, sinon c'est un peu mou. Et puis Forêt Mixte, qui effectivement, ça peut être complexe de compter les points. On a fait un podcast à ce sujet avec Fragment de Page, mais le jeu est très très riche, il y a plein d'effets, il y a l'extension qui arrive, je suis curieux de voir. Galileo Project, j'en ai parlé. Revive, moi j'aime le pratiquer à 2 pour qu'il reste fluide, parce qu'on peut faire des tours à rallonge, mais sinon dans le style, c'est vraiment un Eurogame que je trouve très satisfaisant, très efficace. Effectivement, il réinvente pas la roue, mais il donne vraiment des très bonnes sensations. Forum Trajanum de Stéphane Feld, pas le plus facile à sortir, difficile de tout prendre en compte dans son scoring, etc. Mais ça reste un Feld très intéressant qui change un petit peu des autres. Five Tribes, il a été joué pendant le marathon à une autre table. Je sais que beaucoup y jouent à 2, et étonnamment, moi, c'est plutôt un jeu que je vais pratiquer à 3-4. Alors, ça nécessite de avoir une lecture du jeu assez développé pour pas faire de kingmaking. Franchement, ce jeu-là, Five Tribes, si mes potes y étaient pas attachés, je pense que je l'aurais déjà revendu. On a aussi Dragon Castle, un jeu que j'aime beaucoup sortir à 2. La mise en place est un peu lourde, il faut mettre plein de tuiles de Mahjong, mais honnêtement, une fois que c'est mis en place, c'est un plaisir assez simple de récupérer des paires de tuiles, de s'adapter aux différents pouvoirs, aux différents scorings spécifiques qui ont été mis en place. Donc ça donne une rejouabilité qui est intéressante. Et voilà, c'est un jeu un peu cher, mais qui fonctionne très bien dans son style. Si vous aimez les jeux à la Azul, je pense que c'est fait pour vous. Unmatched, j'en ai beaucoup parlé, j'ai la boîte Cobble and Fog qui est une de mes préférées, puis j'ai mis tout à l'intérieur, et je continue d'y prendre beaucoup de plaisir. Till et Tom, un T-game que je possède toujours. Pareil, il faut y jouer à 2, là on est dans les colonnes des 2 joueurs, parce que sinon les tours deviennent à rallonge et absolument casse-tête. C'est pas mon T-game préféré, c'est pas mon draft 2D préféré, mais il est satisfaisant. On fait des gros scoring. Alors là-haut, on a aussi Village Rails, un jeu dont j'ai parlé dans une vidéo sur les jeux de cartes. Un jeu très malin avec beaucoup de contre-draft. Il faut bien gérer son flux monétaire et essayer d'optimiser. Un jeu très calculatoire, mais qui se joue en 20 minutes, donc ça reste digeste. Et puis Civ, Carta Impera Victoria, ce petit jeu de cartes français que finalement je garde au fil des années, parce que il y a une bonne sensation avec les différentes couleurs qui ont chacune leur pouvoir, qui montent en puissance. C'est une espèce de course, faut surveiller son adversaire, et en même temps ça se joue en un quart d'heure, donc ça fonctionne pas mal.
Mindbug, est-ce que j'ai encore besoin de le présenter? J'ai reçu la nouvelle extension, les 2 nouvelles extensions, et elles promettent encore plus de nouvelles possibilités. Drôle de zèbre, un des tout premiers jeux dont j'ai parlé sur la chaîne, une fameuse vieillerie, un petit jeu de placement de Bruno Catala qui date de 2004 et qui pour moi reste encore pertinent aujourd'hui. Il y avait aussi Focus, un classique du jeu coopératif à 2, et puis Mr. Jack Pocket, une version suffisamment différente du gros jeu de plateau pour qu'elle ait de l'intérêt. Vous apercevez aussi Demain tu m'as tué, que j'adore toujours autant. Vous apercevez Amalfi, dont je parle dans une vidéo, les 10 nouveautés, là, mon avis n'a pas changé dessus. Seasons, un classique du jeu de cartes. Pour moi, il faut y jouer vraiment à 2 joueurs pour que ça reste fluide. On draft des dés qui nous donnent des ressources pour jouer nos cartes, nos combos, et on peut dérouler. C'est un jeu très créatif de Régis Bonsey, l'auteur d'Altered. Vraiment, en 2012, il avait pondu là une des références du genre en termes de jeu de cartes, et ça reste encore un excellent jeu aujourd'hui. Potion Explosion, un jeu que mon épouse adore. Bon, il faut y jouer à 2, hein, sinon le temps qu'un tour de table soit fait, la situation a beaucoup trop changé, c'est trop chaotique. À 2, il y a moyen d'anticiper et de faire des petites associations de couleurs, un petit peu comme Ballon Pop le propose là récemment chez Yellow. Junke, un jeu dont il faudra vraiment que je vous parle un jour, une vieillerie de Michael Schacht, un jeu à la fois familial et puis avec des subtilités très intéressantes. On va faire des enchères cachées, on va essayer de deviner ce qu'ont prévu de faire nos adversaires. Ça se joue en dimanche, c'est très fluide et en même temps il y a une vraie montée en puissance parce qu'on débloque des pouvoirs petit à petit. Quarriors, un jeu qui avait fait sensation à l'époque parce qu'il a plein de dés customisé de toutes les couleurs. C'est un jeu absolument magnifique en termes de matériel. Je le sors plus jamais. Il est en anglais, c'est un petit peu compliqué d'arriver à le mettre sur la table. Mais une fois qu'il est posé, il donne des sensations de dominion avec un renouvellement en fonction des dés qu'on peut acheter à chaque partie, c'est très sympa. Shinkansen, par les auteurs de Château Blanc et Cathédrale Rouge, c'est leur jeu que je préfère, je pense. On y a joué récemment avec Mounir, ça fonctionnait super bien. C'est très original, on prend des cartes qui à la fois vont fonctionner pour leur scoring et aussi pour leur pouvoir, donc assez original. Et si c'est pas beau ça, regardez-moi ces 3 merveilles empilées. Age of Innovation, j'en ai pas mal parlé, il a complètement remplacé Terra Mystica pour moi. Pas facile à sortir, faut compter 3-4 heures de partie, mais la promesse de crafter un peuple unique est tenue et donne envie en fait d'explorer toutes les possibilités. Projet Gaïa, évidemment, What Else, on en a parlé dans le top 50, il est dans mon top 5 de tous les temps des Eurogames. Je le préfère encore à Age of Innovation pour l'instant. Et puis Nation, un Istari Plus auquel j'ai pas pu beaucoup jouer. En fait, j'en ai fait qu'une partie qu'on n'a même pas complétée. C'est pas facile à sortir encore une fois, hein. C'est un jeu de Civ qui va durer 2-3 heures. C'est une espèce de Fruity Edges en un peu plus light, mais toujours à base de cartes. Ça a l'air vraiment bien, mais pas facile à sortir, un peu vieillot comme ça dans l'esthétique, donc voilà. Spirium, un Istari incroyable, j'y ai encore joué récemment, ça marche bien de 2 à 5. C'est du placement d'ouvriers dans un marché commun avec une interaction très forte. Et puis un petit coin de duo Pearl Games, 3 et Tournai, les 2 premiers jeux de l'éditeur. 3, c'est un excellent jeu, mais j'ai pas une affection particulière pour lui. Par contre, Tournai, ça a longtemps été mon jeu préféré, presque devant Race for the Galaxy. C'est un jeu de tableau building exceptionnel, dont je me lasse pas, que je vous encourage vraiment à redécouvrir, à découvrir si c'est pas encore fait. J'ai un peu de mal à le mettre sur la table, et ma boîte commence à avoir vraiment pris cher, mais je le porterai toujours dans mon cœur. Pingouin, un petit jeu qui est ressorti en Deluxe récemment, très malin, de 2 à 4, on essaye de se bloquer sur la banquise, ça se joue très rapidement, c'est un feeling de jeu abstrait en fait, et du blocage très tendu. Lorenzo, dont on a parlé dans la rétrospective Luciani, génial, de Knizia, un jeu abstrait lui aussi, où on va avoir un scoring à la Knizia, donc on a 5 couleurs de faire grimper en faisant des associations de tuiles, un peu façon domino, et on cherche à atteindre de façon équilibrée des scores dans toutes les couleurs, parce qu'à la fin du jeu, ce sera notre plus mauvaise couleur qui sera notre score final. Mais en même temps, si on atteint le score maximum dans une couleur, on peut immédiatement rejouer. Donc c'est très subtil, comme toujours avec Knizia.
Marrakech, un des derniers Feld en date. J'y ai beaucoup joué pendant un moment, j'en ai fait 5-6 parties dans un laps de temps très court. J'ai acquis l'extension ASN et j'ai toujours pas pu le ressortir. En fait, Marrakech, c'est beaucoup de mise en place, c'est une durée de partie assez importante pour un jeu qui est assez léger dans son feeling, donc c'est particulier. Et récemment, j'ai préféré sortir Amerigo, par exemple, dans la même catégorie Feld chez Queen Games. Enchanters, un gros Kickstarter, une boîte énorme, assez amusant parce qu'il y a plein de combinaisons à essayer. C'est une espèce de jeu de draft ouvert, très simple en fait. On a un héros, on va lui donner de l'équipement ou un parchemin magique pour le renforcer au fur et à mesure. Il y a des associations, des petits combos qui vont se créer, des synergies entre les différentes familles qu'on a choisies, un peu à la Smash Up. Et puis on va combattre des monstres pour essayer de gagner des points. Un côté très interactif, on se gêne pas mal, c'est rigolo. Les palais de Carrara, il est dans mon top 20 de tous les temps. Un Kramer et Kisling, vraiment trop méconnu, trop sous-estimé. Il est ressorti en Deluxe, allez jeter un œil. Newton, de Simone Luciani et Nestor Emangon. Un jeu très solitaire dans son feeling, mais néanmoins qui tourne comme une horloge, quoi. Donc vraiment un Eurogame hyper satisfaisant. Son seul défaut, c'est d'avoir très peu d'interaction. Grand Austria Hotel, bien sûr, j'en ai parlé, il est dans mon top 10 ou 20, je sais plus, le jeu de draft 2D ultime, très tendu et en même temps très satisfaisant. Ultimate Railroads, là aussi, il a sa place dans le top. Un jeu qui fonctionne pour moi extrêmement bien à 2 joueurs. Là, on est dans l'étagère des 2 joueurs de nouveau. Du placement d'ouvriers qui est dans le blocage permanent avec un scoring exponentiel de 300-400 points. Pour moi, c'est vraiment une référence du genre. Et cette grosse boîte-là, même si elle n'est pas facile à trouver, elle permet d'avoir German Railroads, d'avoir Asian Railroads aussi, qui est hyper technique, qui fait vraiment fumer le cerveau, mais qui est tout de même très intéressant, qu'on a fait un peu le tour des autres. Donc voilà, on a Mystic Vale aussi, le jeu qui a inventé le deck building stop ou encore avant Living Forest, un jeu avec des transparents, un jeu de John Declare, où on aura un deck de 20 cartes, quoi qu'il arrive, du début à la fin de la partie. Par contre, on va insérer dans les sleeves de ces cartes des transparents qu'on va superposer pour gagner des compétences, gagner des symboles. Là aussi, très peu, quasi pas d'interaction, mais c'est une course à la Dominion, à celui qui trouve assez vite le point de bascule pour entre la construction de moteur et le scoring de points de victoire, en fait, tout simplement. Et puis, toute une série de boîtes de Dungeon Twister, j'ai pas tout gardé, c'est un jeu de 2004, là aussi j'en parle dans une vidéo sur les vieilleries, une des toutes premières vidéos de la chaîne. C'est un jeu qui a été très important pour moi, un jeu de Christophe Bollinger, un jeu français, où on doit chacun parcourir un donjon pour aller sur la zone de départ de l'adversaire. Entre les deux, on va faire des combats, on va ramasser des objets. Le jeu est très technique, il y a plein d'extensions, j'ai là gardé l'essentiel, les boîtes qui me faisaient vraiment plaisir. C'est un jeu que j'adore. Underwater Cities, bien sûr, le meilleur jeu de Vladimir Sushi, qui associe placement d'ouvriers et gestion de main de cartes. On en a beaucoup parlé. Pour moi, il tourne parfaitement à 2 joueurs. Et puis GIF, le moins bon du projet GIF, mais il donne son nom au projet. Je suis très attaché à cette série de jeux abstraits, vous le savez si vous avez vu la vidéo en compagnie de Romain, donc je me dois de posséder GIF évidemment, même si voilà, si il n'y avait pas la collection, je le revendrais, parce que on doit juste faire des associations de 4 pions, c'est pas le plus original, c'est pas le plus percutant, c'est pas celui qu'on va vouloir ressortir encore et encore, mais voilà, il est là, et une fois de temps en temps, on se le remet dans la tête, pourquoi pas. Et puis, on se dirige sur la droite avec des jeux de joueurs un petit peu plus, d'un format un petit peu plus compact, des boîtes carrées. On a Watergate, un excellent jeu de Mathias Kramer, une espèce de carte driven, mais très ramassé, beaucoup plus léger qu'un Twilight Struggle, par exemple. J'adore le thème, évidemment, en tant que journaliste d'investigation. On retrouve cette toile de fond du scandale du Watergate. On peut jouer Nixon ou les journalistes. Évidemment, moi, je préfère le camp des journalistes. Et le gameplay est vraiment très bon et très simple. On va jouer des cartes, on va être sur ce jeu de tir à la corde, on va essayer de surprendre son adversaire. Ça fonctionne vachement bien. On a Targi,
un grand classique du jeu de joueurs. Il est jouable sur BGA également. C'est vraiment vachement bien, Targi, on n'en parle pas assez. On a des petits cylindres à poser sur les pourtours du plateau, et au croisement de ce mini placement d'ouvriers, on va aussi poser des pions en plus, et donc on va essayer d'abord de se placer sur les coordonnées, sur l'ordonnée et les abscisses pour être aux emplacements clés pour nous, et puis on va faire des contrats, on peut aussi récupérer des ressources, et il faut en définitive être plus malin que son adversaire, scorer des points tout en le bloquant. Une vieillerie assez rare, Innovation, un jeu de Karl Chodik, qui est aussi l'auteur de La Gloire de Rome, un jeu que j'adore. Innovation, c'est un jeu absolument explosif. Simon du Passe-Temps en parle dans sa vidéo des jeux qui comptent pour lui. Il paraît que ça reviendra en 2025, tant mieux, parce que cette boîte-là de chez Yellow en VF est extrêmement dure à trouver. Innovation, c'est un jeu où on va parcourir les époques, et avec des effets de cartes qui vont dans tous les sens, mais quand on maîtrise les cartes, on peut un peu tout de même trouver un semblant d'ordre dans ce chaos. Vous avez vu passer Anami Koji, une découverte que je dois à Joël et Jean-Charles des Incredibles, un super jeu à 2 joueurs qui se joue en 10-15 minutes, très minimaliste dans son esprit, dans la collection des minigames de chez Yellow, mais franchement c'est une tuerie. Je le fais découvrir dès que je peux, parce qu'il y a un truc très fin dans une gestion de main de quelques cartes, des majorités avec un peu d'informations cachées. C'est excellent. Jaipur, un classique du jeu de joueurs. J'avoue que je le ressors un peu moins ces temps-ci, mais voilà, ça fait partie des jeux de cartes qui tournent comme une horloge et qu'on peut faire découvrir aux personnes qui ne le connaissent pas de temps à autre. Il y a Les Piliers de la Terre, Le Duel des Bâtisseurs, un Feld que j'ai acheté vraiment pour la collecte. J'en ai fait qu'une partie. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, même s'il y a des originalités qui sont intéressantes. Et puis Hauteville, dont je parle et reparle, j'en parlais dans mon bilan pour le mois de janvier. C'est un jeu de cartes et de placement d'ouvriers absolument incroyable, qui fonctionne très bien à 2 joueurs. Les parties tiennent en une demi-heure. On essaye de construire une ville en commun, de profiter des bâtiments de l'adversaire pour scorer. On se ship des pouvoirs spéciaux de manière opportuniste, très tactique, et en même temps il y a des axes stratégiques aussi. C'est aussi une forme de course. Franchement, c'est tout ce que j'aime ce jeu. C'est hyper condensé, c'est du bonheur. Lofoten, une des dernières sorties Pearl Games avant que le studio ferme. C'est un jeu de Sébastien Dujardin que j'affectionne beaucoup, mais Lofoten, j'en ai déjà parlé, c'est pas celui qui brille le plus par chez nous. On en a fait 3 parties, on n'a pas réussi à accrocher, mais voilà, pour l'instant je l'ai gardé, ne serait-ce que par soutien envers Pearl Games. On passe au jeu 3 joueurs, on est sur une Kallax qui se trouve là à ma droite, qui est dans un coin de la pièce que vous voyez moins en arrière-plan des vidéos. Cocopelli de Stefan Feld, dont je parle beaucoup, peut-être un des Feld les plus familiaux et qui fonctionne extrêmement bien parce que il y a toute une série de cartes spéciales avec des pouvoirs. Le gameplay est très simple et le sel va venir du pouvoir des cartes tout simplement, et il y a toute une gestion du tempo parce qu'on peut aussi jouer des cartes chez nos adversaires pour déclencher leur scoring à leur place et faire en sorte qu'ils n'aient plus les pouvoirs. Donc c'est de la pure gestion de main, assez interactive, assez maligne, c'est super. New York, un autre jeu de Stefan Feld, un peu moins familial, un peu plus initié, mais ça reste très compact, ça tient en 45 minutes, 1 heure. C'est de la majorité avec des enchères, c'est une refonte de Rialto, et pour moi, New York, le seul défaut, c'est toute l'iconographie qui est pas toujours évidente à choper, qui rend le jeu un peu moins fluide que je ne voudrais. Pour ça, il faut enchaîner les parties encore jusqu'à ce que ça nous vienne naturellement, ce décodage de l'iconographie. Arctic Scavenger, un deck building qui avait été localisé par Istari, qui tourne très très bien à 3 joueurs. C'est hyper intéressant, Arctic Scavenger, j'arrive pas assez à le sortir. Le thème est excellent. On est dans une base glaciaire un petit peu désaffectée comme ça. On va avoir des combats, et comme souvent, comme dans Dominion, on veut des points de victoire en sauvant des gens, mais les réfugiés, ils sont pas très efficaces au combat, donc il y a un équilibre entre la baston et les points. On doit aussi développer des icônes, creuser dans la décharge pour retrouver du matériau, des médicaments et tout. C'est hyper thématique, c'est très tendu, très interactif, ça fonctionne vachement bien.
Olympos, on l'a vu dans le marathon-jeu, la Granja aussi. Vous apercevez peut-être une boîte de Maystar entre les boîtes plus imposantes. C'est un petit jeu qui m'a été ramené du Japon, si je me souviens bien. Un petit jeu de cartes d'AEG, d'affrontement, très take date dans l'esprit. Il faut apprécier se mettre des coups fourrés. Mais en fait, c'est un jeu auquel on a énormément joué avec mes frangins. Vraiment pour taper le carton en fin de soirée. Il y a un côté, presque à la Munchkin, mais en beaucoup mieux, je vous rassure. Mais c'est vraiment, on s'envoie des pouvoirs dans la tronche. Il y a une petite méta parce que on a des geishas spéciales qui vont maximiser notre scoring selon tel ou tel axe, donc on essaye de s'inscrire là-dedans, et puis il y a une tension parce que on sait jamais exactement qui va finir la manche quand, donc on se surveille, on se tire dans les pattes, c'est vachement bien. Vous apercevez aussi Mind Up, dont j'ai énormément parlé, le jeu de cartes le plus efficace de l'année dernière, de Maxime Rambourg. On va vers un autre coin de Kallax, vous avez Shiteno, un jeu dont il faudra que je vous parle un jour, qui utilise la mécanique du I Split You Choose, donc comme dans The Great Split, mais qui le faisait bien avant lui. C'est l'un des tout premiers jeux de Ludonaut, et c'est une merveille, parce que ça allie ce truc de faire des lots de cartes de façon équilibrée, en évitant d'avantager trop ses adversaires, avec un jeu de majorité et de tempo, encore une fois, et c'est absolument passionnant, Shiteno, c'est très épuré et très tendu jusqu'au bout. Finca, un petit jeu très agréable, presque familial, où on va déplacer des petits pions sur une roue pour collecter des fruits, et puis après on va remplir des contrats. Donc là aussi une gestion du timing qui est intéressante, parce que tant que je peux accumuler des fruits, je le fais, mais attention à bien surveiller mon adversaire, à faire le contrat avant lui, à choper les majorités avant lui. Il y a aussi une course sur plusieurs aspects plusieurs endroits du plateau. Vous voyez que c'est une mécanique que j'aime bien, la course, parce que ça renforce de la tension, même de manière indirecte. Smash Up, qui est un de mes jeux les plus joués au monde, j'y joue beaucoup moins maintenant, mais c'est toujours un plaisir de le ressortir. J'ai un petit peu trop d'extensions en fait, Là c'est la boîte du Smash Up Marvel, j'ai tout mis dedans, mais parfois on sait plus où donner de la tête avec tous ces peuples, toutes ces factions. Sushi Dice, un petit jeu rigolo, frénétique, où il faut lancer les dés le plus vite possible et puis appuyer sur une cloche au milieu de la table quand un contrat est fait. Red Outpost, dont on parle très souvent pour son thème, qui est bien ancré dans la mécanique avec ce jeu communiste, ce placement d'ouvriers où les ouvriers sont à tout le monde, les ressources sont à tout le monde. Astra, que j'ai pas vu avoir beaucoup d'amour, mais que moi j'aime beaucoup, à 3 joueurs essentiellement, parce que sinon ça devient trop compliqué d'anticiper les coups des autres joueurs. Mais à 3 joueurs, moi Astra, je trouve qu'il tourne très très bien. C'est une espèce de jeu à cocher un petit peu expert comme ça, et moi j'aime beaucoup. Amélioration de son plateau personnel, scoring en fonction des familles, petits pouvoirs à déclencher, petits combos, c'est top. Le bal des chaudrons, j'en parle très souvent, c'est un banger absolu qui se joue en 10 minutes et où on crée un moteur pour essayer de pourrir les autres. Il se passe beaucoup de choses autour de la table, c'est super gai. Power Plants, j'en ai fait j'ai sorti une fois, mais on en a fait 3 parties d'affilée, donc j'imagine que c'est bon signe. En même temps, il n'est pas ressorti depuis. C'est une espèce de small world avec une gestion encore plus importante de la majorité et des zones de territoire. Ça fonctionne pas mal, et en même temps ça a l'air assez chaotique. À mon avis, il vaut mieux y jouer à 3 pour pas que ça soit trop le bazar. Divinare, un jeu auquel j'avais joué au précédent marathon, un jeu où on incarne des devins qui vont essayer de se figurer combien il y a de cartes de chaque sorte au milieu de la table, et donc on va avoir des informations au fur et à mesure en fonction que au fil de la manche, les mains de cartes vont s'égrener, on a de plus en plus d'infos, on doit aussi bluffer, etc. C'est assez malin. C'était cool, un jeu d'ambiance bien bordélique, mais faut pas y jouer à 7, c'est plutôt pour du 3-4. On vous demande de faire plusieurs choses en même temps, de répondre à des questions oralement, et en même temps en écrivant des mots avec des dés, c'est très rigolo. Vous avez aussi là la boîte de Vampire Village, un jeu de Maxime Rambourg dont j'ai parlé en podcast
Warcast, j'en ai fait que 3-4 parties, mais pour l'instant j'aime beaucoup. C'est du tower defense, donc on a des vagues d'ennemis qui arrivent, on se refile des ennemis les uns les autres, et on essaye c'est du damage control, quoi. On essaye de limiter la casse, un petit peu comme dans l'année du dragon. Moi j'aime bien ce feeling-là, ce truc de se dire, ok, c'est la merde, mais je vais essayer quand même de surnager malgré tout ça. The Number, que j'adore sortir, qui fonctionne vraiment très très bien chez moi. Je comprends qu'on y soit hermétique, mais moi je trouve qu'il y a un truc magique à dire juste, tu écris un nombre entre 000 et 999, on fait tout ça, on voit ce qui se passe, et en même temps quand le jeu avance et que certains nombres ont été supprimés chez l'un chez l'autre, il y a de la tactique qui émerge. Paper Tales, mon jeu de draft préféré, évidemment, une perle absolue, que ce soit à 7 ou en solo, pour peu qu'on ait l'extension, il fonctionne dans toutes les configurations. Et j'ai fait le tour de cette étagère. On avait aussi sur le côté Città Stato, un jeu très 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 difficile avec là aussi 2 scoring, un de fin de partie et un pendant la partie. Il faut anticiper le deuxième scoring, c'est vraiment pas simple, mais le jeu est très intéressant, il y a du backbuilding, c'est très interactif. Città Stato, on en a fait que 3-4, mais il mériterait qu'on le joue plus. Des jeux plutôt pour 4 joueurs, on a Laboca, qui est un vieux jeu d'Inka et Marcus Brand, qui est ressorti sous le nom de Recto Verso chez Super Meeple. C'est un jeu, comme le titre VF l'indique, je dois faire une série d'alignements de cubes de mon côté, un peu à la Tetris. Vous en avez un aussi de votre côté, on joue ensemble le temps d'une manche en temps limité, et on doit se débrouiller pour que ça soit valide de mon côté et de votre côté. Donc il faut cacher certains cubes, les agencer de la bonne façon, tout ça en temps limité pour avoir un scoring, et on va alterner les partenariats autour de la table. Ça fonctionne très bien, ça fait longtemps que j'y ai plus joué, mais je le conserve avec les enfants, quand ils seront un peu plus grands, ce sera top. Medina, j'en ai parlé récemment, hein. C'est un jeu de placement extrêmement interactif, parfait à 4 joueurs. C'est intéressant parce qu'on construit ensemble une ville, on construit des bâtiments, mais aucun bâtiment n'est à personne au début, et puis à notre tour, on peut décider de prendre possession d'un bâtiment. Donc c'est un jeu dans lequel on n'a pas envie de jouer à son tour, parce qu'on a peur de faire des cadeaux aux autres joueurs. Ça installe une très grande tension, et en même temps, c'est vite expliqué, c'est joué en 1 heure, c'est très stratégique, et en même temps très tactique, c'est vraiment chouette. Indigo, de Rainer Knizia, un jeu plutôt familial où on va faire des petits chemins avec des tuiles qu'on place sur un plateau central pour essayer ensemble de faire converger des billes vers nos portes. Et là, on va faire des alliances temporaires avec les joueurs et joueuses autour de la table. C'est chouette, c'est très simple, c'est à la Carcassonne, hein, je tire une tuile et je la pose, il se passe des choses. C'est très agréable. Indigo, je crois que c'est pas facile à trouver malheureusement. On part sur la gamme Comté Jeux. Là, c'était Purple Brain qui faisait ça, donc Benoît Forget, avant que la boîte soit vendue et qu'il refonde, qu'il soit maintenant chez Spaceco. C'était des jeux comme ça, format livre, donc très beau format de boîte, moi je les garde pour ça, dans lesquels il y a une histoire, un conte revisité, et puis un jeu dont la thématique et la mécanique s'articulent encore autour d'un conte bien connu. Ils sont pas tous bien, je les garde tous un peu par principe, hein, pour l'esprit collection, un peu comme le projet GIF, mais parmi ceux qui sont bons, les 3 petits cochons, qui est sympa, c'est une espèce de mini King of Tokyo, où on essaye de construire évidemment des maisons de paille, de bois, de briques, et puis quand on fait un certain nombre de symboles D, on devient le loup le temps d'un tour, et donc on essaye de souffler les maisons des autres joueurs. Franchement c'est fun, ça marche assez bien. Dans les chouettes, il y a aussi le joueur de flûte, qui est un jeu vraiment très agressif, où on va essayer d'envoyer des rats chez les autres joueurs. On joue des cartes flèches pour faire en sorte que les rats passent dans la maison des autres joueurs et ne passent pas chez nous, et c'est une espèce de battle royale, donc on joue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul survivant. Et puis je vous montre ceux qui sont derrière. Il y a La Cigale et la Fourmi, qui est fait par Johan Levet. C'est presque un gag, hein. Il a fait le jeu Myrmes chez Istari, où on contrôle une colonie de fourmis, puis du coup on lui a demandé de faire un jeu sur La Cigale et la Fourmi. Franchement le jeu est pas dingue, hein. C'est une espèce de petit jeu de mémoire, j'y ai très très peu joué, c'est pas là où on va retrouver tout le talent de Johan Levet selon moi, mais voilà, pour le gag c'est sympa. Et puis Baba Yaga, qui est aussi un des jeux les plus anecdotiques de la gamme, où on va, là aussi c'est de la mémoire associée à de la rapidité, si je me souviens bien. Donc il y a un joueur qui va retourner des tuiles pendant que les autres se passent une figurine à faire avancer, et donc c'est à l'équipe qui sera la plus rapide. C'est pas dingue. Dans les autres jeux de la gamme Comté Jeux, il y a Le Lièvre et la Tortue, qui est vraiment très très bien aussi, avec des objectifs cachés et de la gestion de main.
On part à nouveau sur des jeux à 4 joueurs. Mille Fiori de Rainer Knizia qui a ce petit feeling de jeu à cocher qui marche extrêmement bien. On a Villa Paletti, un jeu de dextérité qui m'a pas plus convaincu que ça. Je pensais que c'était un grand classique, mais franchement, je préfère Nekojima. Je le trouve assez lourd à sortir finalement, paradoxalement, Villa Paletti pour un jeu de dextérité. Vous apercevez Ghost Stories sur la gauche de l'écran qui a été reforgé après en Last Bastion, mais moi je préfère vraiment le thème et les mécaniques plus ciselées de Ghost Stories. Franchement, je suis comme Team Antoine Boza pour le coup. Ghost Stories, c'est un coopératif très difficile qui vous en met plein la tronche, mais sur lequel on a passé des moments incroyables. Via Nebula de Martin Wallace, une espèce de Steam ou de Brass, mais en plus léger, en familial initié, qui va se jouer en 1 heure. Il est très interactif, moi je l'aime beaucoup, c'est très fluide, 2 actions par tour et ça enchaîne, mais il se passe beaucoup de choses autour de la table, faut bien se surveiller. Chips de Martin Wallace également, que j'ai chopé en bourse au jeu et que j'ai toujours pas réussi à sortir parce que ça a beau être sorti en 2017, c'est un peu une sale tronche et il faut trouver les joueurs pour se lancer là-dedans. Et puis La Familia aussi sur le côté, un jeu extrêmement particulier, hein, vous le savez, c'est l'Asdor expert, c'est du 2 contre 2. Chez moi, les parties ont duré 3h30, 4h, donc c'est malheureusement pas si simple à sortir que ça. Il faut trouver les joueurs qui sont partants pour un gros jeu comme ça, et en même temps, dans le feeling, on contrôle pas bien tout, c'est parfois un peu chaotique, alors ça va avec le thème, hein, c'est chouette, mais du coup, ça en fait un jeu un peu bâtard. Et moi, j'aimerais bien arriver à trouver des joueurs assez rapides, assez fluides dans leur réflexion et dans leur communication entre binômes pour que ça tienne en 2h, 2h30. Là, je serais chaud pour y rejouer. Mais actuellement, je suis pas tout à fait convaincu de la formule. Mais je le garde pour le moment. Et vous apercevez peut-être au-dessus, il est un petit peu hors cadre, une boîte de Atari, un jeu de Monster Game, auquel on a joué avec mes potes des soirées et des soirées. Si vous êtes 4, que vous avez un quart d'heure, trouver une boîte d'Atari, c'est absolument génial en termes de bluff et de déduction. Toujours des jeux 4 joueurs, Fédération de l'ami Mathieu Verdier et de Dimitri Perrier. Fédération, quand il est arrivé, j'ai pas encore vu tout son potentiel et c'est vraiment récemment, avec son arrivée sur Board Game Arena, que j'ai vraiment redécouvert le jeu et je le trouve absolument excellent. Et en plus, il a le bon goût de bien se jouer de 2 à 4 en fait. On pense au début que c'est un jeu uniquement pour 4 et en fait, à 2, le système de placement d'ouvriers avec le blocage fonctionne très bien. Les enchères prennent une autre dimension, un peu moins axée autour de la négociation, plus mécanique, mais franchement, le jeu est bon dans toutes les configurations. C'est vraiment un des meilleurs jeux experts de ces dernières années. Puerto Rico, un classique indétrônable. Très honnêtement, j'y joue plus, hein, mais rien que pour son système d'action partagée qui était déjà là en 2000 et qui a toujours ce feeling extrêmement moderne, c'est un jeu qu'on se doit d'avoir dans sa ludothèque. Il faudrait peut-être que je parvienne à le ressortir. À droite, vous avez Lady Alice, un jeu de déduction très peu connu, je crois, qui était sorti chez Hurricane. Un jeu de déduction compétitif où on a chacun une info, que ça soit le coupable, l'heure du crime, le lieu, et on a un petit carnet pour faire des déductions à notre tour. On va secrètement répondre aux questions, voir si elles sont justes ou fausses en fonction de ce qui a été mis dans le carnet, et petit à petit on va faire des déductions comme ça, et puis il y a du bluff, on va mettre des petits jetons face cachée pour miser sur certains indices, mais peut-être que c'est un jeton de valeur 0, et qu'on croit pas du tout en cette hypothèse-là, qu'on est juste en train d'envoyer les autres sous une fausse piste. Ça tient en une demi-heure, et ça fonctionne super bien. Cryo, auquel j'ai joué qu'une fois, je l'avais eu pas cher, mais c'était une excellente surprise. C'est aussi une espèce de placement d'ouvriers très interactif dans son esprit, avec aussi une notion de construction de moteur, parce qu'on améliore son plateau personnel petit à petit. C'était très bien, il faut qu'on y rejoue à Cryo. Our, dont j'avais parlé dans une vidéo sur les auteurs connus et leurs jeux méconnus, c'est un des premiers jeux de Paolo Mori. Probablement qu'on fera une rétrospective Paolo Mori un jour, tant c'est un auteur que j'affectionne. Et Our, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais vraiment, allez voir la vidéo si vous aimez Paolo Mori. C'est peut-être un de ces jeux les plus atypiques et les plus solides, tellement
à partir de règles épurées, il impose une réflexion vraiment soutenue, et en même temps, c'est très rapide, très condensé, très dense. Iki, qui a été remis au goût du jour par Surveyor French, ce qui en fait un excellent jeu 4 joueurs, une référence du genre pour moi. C'est cool, c'est du random game qu'on va faire évoluer au fil de la partie en fonction des cartes qu'on pose. Très très interactif là aussi. Mombasa, mon twister préféré, on en a longuement parlé. Tinnerstrel, un jeu de Martin Wallace que j'ai très peu pratiqué, j'en ai fait une ou deux, mais ça m'avait bien plu. On a une carte d'où on va faire émerger des puits, il va y avoir du minerai qui va arriver, et on va se battre avec des enchères pour récupérer ces territoires. Il va falloir très bien gérer son argent. Là, c'est la vieille version de Yellow que j'ai trouvé d'occasion, mais il était remis au goût du jour par Alecat. Voilà, il faut que j'y joue plus, mais c'est un jeu vraiment intéressant. Scylla, un Istari politique, vraiment dans son thème et dans ses mécaniques, qui vous demande de gérer les crises, de gérer les besoins du peuple. Il y a des enchères qui fonctionnent très bien, qui se font selon plusieurs modalités, en fonction des symboles sur vos cartes. Vous allez essayer d'acquérir des bâtiments. Si vous utilisez vos cartes pour les enchères, vous ne les aurez plus pour acquérir leurs pouvoirs spéciaux et leurs revenus. Donc tout ça est passionnant. Là aussi, beaucoup de tension dans Scylla. Et quand une crise survient, il faut prouver au peuple que c'est pas notre faute. Regardez derrière mon paravent, moi j'avais bien répondu à vos besoins. Donc Scylla, comme tant d'Istari, c'est un jeu absolument fantastique que je garderai toute ma vie, c'est certain, qui fonctionne particulièrement bien à 4 joueurs. On est toujours sur une étagère de jeux à 4, pas mal de jeux de pli là-dedans, Cat in the Box qui fonctionne aussi très bien à 3. Moi j'adore ce twist que les cartes n'ont pas de couleur et que c'est nous qui allons les décider, avec ce côté pose de petits jetons sur un plateau pour essayer de créer des adjacences, avec ce côté prise de risque aussi, est-ce que je vais réussir à éviter le paradoxe ou pas. Tatsu à 4 joueurs, un jeu où on peut demander aux adversaires ou même à notre coéquipier de jouer à notre carte. On a des cartes de 2 couleurs en main et on doit choisir si on va jouer une carte de sa couleur normalement ou demander aux autres de jouer pour nous. Pour l'instant, j'ai pas encore réussi à vraiment trouver comment l'apprécier. Je le trouve un poil chaotique, mais je sens qu'il a du potentiel, qui peut être très fun, et il faudrait que je parvienne à le ressortir tout simplement. Vous avez aussi Inside Job, juste en dessous de Cat in the Box, dont j'ai déjà parlé. Toujours chez Yellow, dans les jeux de pli, il y a les 2 The Crew. Évidemment, on ne présente plus ces jeux-là. Le renouveau du jeu de pli, l'invention du jeu de pli coopératif, franchement, ça fonctionne hyper bien. The Crew, le deuxième, est encore plus spectaculaire dans sa façon de réinventer les missions et les twists que le jeu nous propose. Free to Play, un jeu récent de chez Explorate, dont j'ai parlé dans une vidéo sur les jeux simples mais malins. Moi, je prends beaucoup de plaisir à y jouer, même si oui, il y a une forme de chaos. On peut aussi gérer la façon dont va être égrenée sa main pour prendre des risques ou non, pour viser certaines couleurs ou non. Franchement, je le trouve très intéressant. C'est une espèce de jeu de pli, mais en plus fun, puisque à la Mind Up, on va mettre une carte au milieu. Il y a beaucoup de points communs avec Mind Up, c'est peut-être ça qui a fait qu'il est passé un peu inaperçu, mais les 2 jeux coexistent dans ma ludothèque et ont chacun leurs intérêts propres pour moi. Room, là aussi j'en ai parlé dans les jeux simples et malins. Room, c'est du 2 contre 2 en jeu de pli, c'est absolument fascinant. J'adore ce jeu. On va, quand on perd un pli, on récupère une carte d'or qui peut à la fois nous faire des points et à la fois qui peut être utilisée comme un atout. Donc c'est ce dilemme constant de est-ce que j'utilise mon or pour couper, est-ce que je le garde pour marquer des points. Et puis c'est du must not follow, avec toute l'anticipation que ça suppose. Dès qu'on ne peut plus jouer, la main s'arrête, donc il faut bien surveiller ça. On va aussi faire des paris sur le nombre de plis qu'on fait, et on pourra même changer ces paris en cours de route en défaussant un or. Donc plein de bonnes idées dans Room. Vous apercevez Witness aussi, qui a été joué pendant le marathon, un Istari en communication limitée, où on essaye de résoudre des énigmes coopératifs avec un thème Blake et Mortimer. On se chuchote à l'oreille les uns les autres, c'est n'importe
n'importe quoi. C'est un ovni ludique complet, Witness, mais c'est incroyable. Québec de chez Istari, un jeu de gestion absolument unique avec sa mécanique de cascade pour le scoring, très 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 interactif. Final Touch, qui est un jeu qu'on adore avec mon camarade Lucien pour taper le carton. On y a beaucoup joué en camping de festival par exemple. C'est vraiment le petit jeu auquel on joue pendant des heures sans s'en rendre compte. Et puis Trap Wars, dont j'ai parlé récemment, un jeu d'ambiance qui revisite Tabou, vraiment très sympa. Et puis encore quelques petits jeux 4 joueurs, Lacrimosa, dont franchement le jeu n'est pas incroyable, mais j'aime le thème, donc je le conserve. Je trouve qu'à 4 joueurs, il a quand même de la tension, un petit feeling de Newton, mais avec un peu plus d'interaction, mais franchement c'est pas un jeu incontournable du tout. Brian Boru, que j'adore, ce truc, ce mélange entre gestion de territoire, majorité et jeu de pli, qui fonctionne extrêmement bien. Plus quand même un jeu de contrôle de territoire qu'un jeu de pli, parce qu'il y a plein d'ingrédients du jeu de pli qui n'y sont pas, mais on retrouve quand même une saveur particulière. C'est un jeu extrêmement original, j'adore son esthétique aussi. Barrage, on ne le présente plus. Bon, j'ai une grosse boîte dans laquelle il y a toutes les extensions, tous les modules possibles. On ne le sort pas aussi souvent en physique qu'on le voudrait, mais ça reste un incontournable, mon top 2 ever. Et puis là, je vous montre une perle rare, Saint-Pétersbourg, un jeu de 2004, un grand classique du jeu à l'allemande, très très intéressant avec ce marché commun de cartes, et c'est complètement du jeu de construction de moteur. Donc vous démarrez, vous êtes à poil, vous avez rien, puis vous allez petit à petit acheter des différents types de cartes. Il y a les cartes vertes qui sont les artisans qui vont rapporter de la thune, les bâtiments qui sont les cartes bleues qui vont vous rapporter un scoring de points de victoire à toutes les manches. Donc vous voulez les jouer les plus tôt possible, et en même temps il faut du pognon pour pas que votre machine s'enraye, et c'est une version de Saint-Pétersbourg achetée en Russie. Bon, avant que la Russie soit aussi controversée qu'aujourd'hui, l'objet collector est quand même cool, le nom est écrit en cyrillique et tout ça, donc franchement voilà. Saint-Pétersbourg, c'est un jeu que j'ai beaucoup sorti avec ma famille, avec l'extension on peut y jouer jusqu'à 5, et il y a un nouveau type de carte, vraiment, il est sur Board Game Arena si vous êtes curieux et curieuse. C'est un jeu vraiment qui tourne comme une horloge et qui est très interactif. Alors pour moi, il faut y jouer à 4 ou à 5. À 2, ça perd un peu de son intérêt parce qu'on est beaucoup moins bloqué, on a beaucoup moins de compétition sur ce marché central. Mais Saint-Pétersbourg, vraiment, ça fait partie des jeux un peu piliers comme ça, qui pour moi devraient être dans toutes les ludothèques. Wow. Je sais pas vous, mais moi là j'ai besoin d'un break. Oui, le deal c'est 365 jeux pour fêter les 1 an. On va les faire, c'est promis. Mais là, on a dépassé l'heure de vidéo. En termes de santé mentale, je sais pas où vous vous situez, mais je suis pas sûr que vous teniez le coup. Et pour moi, l'exercice est épuisant également. Donc je propose qu'on fasse un tout petit break. On se retrouve dans seulement 3 jours pour la suite, pour clore en beauté ce jubilé de rue du jeu. Vous aurez la seconde moitié des jeux que j'ai à vous présenter. On bouclera ce tour de la ludothèque, même si en vrai j'ai dépassé les 500 boîtes, donc on n'a même pas la place pour parler de tout. C'est dire à quel point je suis dans l'excès. J'espère que ça vous a plu, j'espère que on est parti pour une nouvelle année de rue du jeu. Vous serez motivés pour continuer à nous suivre dans nos folies, comme ce concept qui a émergé de mon cerveau malade. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. On se donne rendez-vous le 19 mars pour le bouclage de cette vidéo anniversaire, et puis d'ici la fin du mois pour la rétrospective Alexander Pfister volume 2. D'ici là, jouez bien, soufflez dans une langue de belle-mère ou tapez dans un ballon en mon honneur. À bientôt, ciao!